Bonjour. Alors, Nour Bouaklin, j'ai le plaisir aujourd'hui d'être parmi vous pour vous présenter un sujet très intéressant. On n'a pas arrêté pendant 3 jours de les évoquer, les startups. Et il est donc temps de quasiment clôturer ces 3 journées en parlant d'eux. Pour en parler, il faudrait tout de même en inviter, et c'est tout donc naturellement qu'on va à la rencontre d'un start-upper, mais pas uniquement. On verra que leur quotidien demande l'intervention de plusieurs acteurs très importants à l'écosystème. On va donc essayer de comprendre ensemble comment on pourrait soutenir et mieux accompagner les start-up en Afrique et surtout, pourquoi est-ce si important d'en parler? Je vais donc demander à d'abord Monsieur Mohamed Dalla de me rejoindre, qui est conseiller auprès du ministre des Nouvelles Technologies de la Tunisie, à Omar Cissé, notre jeune start-upper, qui va donc nous parler de son expérience, à Sarah Arkache, qui est responsable numérique de l'Institut français. On l'applaudit, s'il vous plaît. Yatunde est venue. Yatunde Dada, également, qui est start-upeuse. Je vais me permettre de le mettre au féminin, je ne sais pas si ça se dit. Mais pour une femme, c'est la moindre des choses. Voilà. Alors, je devais recevoir une personne de l'agence numérique. David? L'AFD? On va commencer comme ça tombe bien, c'est pas grave, et puis elle va nous rejoindre en cours de route. Très bien. Alors, je vais commencer par Mohamed, et on va, je pense, évoquer un point très important. On est là réunis pour parler des startups. Mais avant toute chose, pourquoi est-ce si important d'en parler? Quel rôle peuvent-elles jouer pour le développement de l'Afrique? Alors, je vais le laisser finir de boire, et puis... un micro, très bien. Bonjour à tous. Donc, effectivement, c'est une bonne question. Pourquoi les startups, donc l'écosystème des startups est important pour l'Afrique? Tout simplement, à mon sens, il faut être pragmatique et voir ce qui se passe à l'échelle mondiale. Il y a un constat tout simple. On peut voir déjà que les TPE et les PME, aujourd'hui, sont un levier de croissance. Ça, je ne vous apprends rien, c'est un constat. Un deuxième constat, c'est qu'on voit apparaître aujourd'hui des nouveaux entrants, des nouveaux acteurs de type, comme vous le connaissez, Google, Facebook. Je vais vous donner quelques chiffres. Le GAFA aujourd'hui représente un chiffre assez important. Et ici, on commence à les décortiquer. On peut s'apercevoir que la capitalisation boursière d'Apple est aujourd'hui à peu près égale au PIB de l'Arabie Saoudite. Celle de Google dépasse le PIB de l'Argentine. Et d'après les experts, dans un avenir très très proche, le GAFA sera la prochaine puissance économique mondiale. On peut aujourd'hui, et du moins on assiste aujourd'hui à l'éclosion d'une nouvelle économie qui est aujourd'hui basée essentiellement sur la connaissance, la compétence et le savoir. Et bien évidemment, la créativité. Bienvenue. La richesse, elle sera abstraite, immatérielle. Et par conséquent, nous devons, à notre échelle, au niveau du continent africain, apporter vraiment une attention à l'écosystème des startups. Donc, voilà. Alors, pourriez-vous un peu nous parler de l'expérience Smart Africa et quel rôle elle va jouer, cette expérience? Quel est l'enjeu réel? Alors, l'enjeu. Aujourd'hui, effectivement, Smart Africa est une très très belle initiative et je tiens à remercier Dr Touré
et M. Paul Kagame, pour avoir réussi à fédérer un ensemble de pays, aujourd'hui plus de 17 pays, qui, à travers l'Alliance, chaque pays porte un programme. La Tunisie, aujourd'hui, se positionne comme l'incubateur de l'écosystème des startups africaines. L'objectif de cette alliance est de pouvoir mettre en place des mécanismes et des outils, justement pour pouvoir, dans un futur proche, faire émerger des futurs champions africains. En parlant de champions, on en a un avec nous, Omar Cissé. Donc, bonjour Omar. Bonjour. Nous sommes très heureux de t'avoir. On va se permettre de nous tutoyer. Tu es un jeune start-upper. Et Omar va nous parler de son expérience inspirante, de ses réussites, mais aussi de ses échecs et des barrières qu'il a rencontrées, pour nous expliquer en fait le parcours d'une start-up en Afrique. Vas-y. Très bien, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Donc, peut-être pour revenir rapidement, effectivement, sur mon parcours, j'ai créé ma première start-up en étant à l'école. Au sortir de ma première formation, je suis diplômé, je suis ingénieur de conception en informatique formé à Dakar. J'ai décidé tout de suite de me lancer dans la mise en place d'une start-up qui travaillait surtout dans des projets pour l'État. Un des projets, le premier projet sur lequel on a travaillé, c'était sur Gaïndé 2000, qui aujourd'hui est devenue une entreprise gérée par Ibrahim Aïssi, qui fait un excellent travail chez nous. Donc nous avons été un des premiers développeurs sur ce projet-là, avec des bonnes expériences, des mauvaises expériences, mais en tout cas, j'ai pu diriger la boîte jusqu'en 2010, qui aujourd'hui, cette boîte aujourd'hui est dans plusieurs pays africains et développe des solutions pour les États. Nous venons de finir l'informatisation de tout le port autonome de Dakar. Nous avons les systèmes marchés publics sur 5 pays et mes associés ont continué à développer cette entreprise. Au bout d'un certain nombre d'années d'expérience, je me suis dit que j'avais quand même quelque chose à partager avec les entrepreneurs. On a fait tout seul. Jamais soutenu par une banque, les incubateurs, on n'en avait jamais entendu parler, Ah oui. des Fab Labs, tout ça, c'est vraiment tout nouveau. En son temps, on faisait nous tout seul. La première fois que j'ai vu le mot incubateur, ça me rappelait plus les poussins plutôt que des entrepreneurs. Mais j'ai quand même relevé le challenge en disant qu'avec d'autres partenaires comme la Banque mondiale, comme la Orange chez nous, nous avons pu lancer le CETIC Dakar que j'ai dirigé jusqu'en 2013. Et nous avons pu accompagner des centaines d'entrepreneurs à mettre en place leur entreprise. On leur donnait les locaux en centre-ville et on donnait de l'accompagnement. L'idée, c'est de bâtir un modèle qui puisse s'équilibrer financièrement au bout de 5 ans. Comme vous le savez, en Afrique et principalement partout dans le monde, d'ailleurs, les incubateurs sont tous soutenus publiquement. En Afrique, ce sont des initiatives qui ne marchent pas forcément de manière pérenne parce que l'État, à un moment donné, se retire et autres. Nous en avons fait un modèle entrepreneurial. Aujourd'hui, la plupart des ressources de l'incubateur sont générées par l'incubateur par un modèle assez innovant. Après cela, je me suis rendu compte que l'accompagnement des entrepreneurs ne suffisait pas. Sans financement, les entrepreneurs ne réussiraient pas. Avec mon associé Olivier Furdel, qui est venu, à qui j'ai demandé de venir s'installer à Dakar, nous avons lancé un fonds d'investissement qui s'appelle Teranga Capital, donc, qui aujourd'hui investit dans des PME. Nous avons pu mobiliser 5 millions d'euros. Nous investissons dans des PME entre 75 000 et 300 000 euros de besoins, qui ont un besoin de financement entre 75 000 et 300 000 euros. Nous venons de faire notre 3e investissement le mois dernier. L'objectif, c'est qu'à partir de l'année prochaine, nous en faisions 6 par année, excusez-moi. Après tout cela, j'ai quand même voulu revenir, en tout cas, remettre la main dans le cambouis. Et donc, j'ai décidé de lancer une start-up panafricaine. Une start-up qui pourrait ne pas être perçue comme une entreprise sénégalaise, mais qui serait dans tous les pays africains. Je me suis intéressé à une problématique assez simple. Chez nous, partout en Afrique subsaharienne, on voit que beaucoup de moyens de paiement naissent sur le mobile payment, beaucoup de systèmes de transfert d'argent. Au Sénégal, entre les moyens de paiement, les transferts d'argent, tout ce qui passe autour de mobile, on peut trouver une quinzaine de solutions facilement.
Le marchand est confronté au problème que même pour servir les produits d'Orange, il lui faut 2 à 3 téléphones, les produits de MTN, il faut 2 téléphones, les produits de Safaricom, il faut 2 téléphones. Le marchand ne s'y retrouve pas. Nous avons développé une plateforme unique qui permet d'intégrer tous ces moyens de paiement et de distribuer un large catalogue de services, de l'airtime, de l'assurance, du transfert d'argent sur un même terminal qui peut être mobile. Donc vous êtes parti d'un constat au niveau de votre marché pour apporter une solution. Exactement. Et en matière de financement, avez-vous eu des problèmes de financement? Nous sommes partis d'un financement propre. J'ai la chance d'être dans une famille d'ingénieurs où on a pu développer la solution en interne, la première brique. Mais ce que le monsieur disait tout à l'heure dans l'open innovation est extrêmement important et je souscris entièrement aux 10 points qu'il a énumérés. Et le financement reste un enjeu clé. Et la manière dont on a pu résoudre cela, c'est à un moment donné de nous rapprocher d'un grand groupe français qui est Total, qui avait cette problématique-là et qui était prête à travailler sur cette problématique sans savoir quelle était la solution. Nous sommes entrés ensemble en labo. Nous avons commencé en janvier-février 2014. Nous avons fait beaucoup de pivots pour faire notre première mise en production en novembre 2015. Et ce qui a été extrêmement important, le monsieur l'a dit, c'est l'implication de la direction générale et le soutien au plus haut niveau. Après, on peut revenir sur les détails, l'implication des systèmes de la DSI, la sécurité, etc. Et nous avons pu enfin lever des fonds via ce partenaire qui nous a accompagnés. Et via l'autre partenaire, Atos, qui est venu, qui a, sur demande totale, ils ont audité et certifié la solution. Après l'audit, ils ont demandé à intégrer le capital et aujourd'hui, nous sommes 3 dans le tour de table. Alors, vous avez eu beaucoup de chance. Malheureusement, de nombreux start-upers ont une difficulté de financement. Et c'est d'ailleurs la question que je vais poser à Agnès, maître, qui était en bas, qui attendait, et on est vraiment navrés puisqu'on a enchaîné. Alors, Agnès, maître, vous travaillez pour l'Agence française de développement. Et je pense que le sujet du financement vous interpelle. Pourriez-vous nous en parler un peu plus? Oui, donc l'AFD excusez-moi, gère des projets de financement publics orientés vers les États et les entreprises publiques. Et Proparco, notre filiale, s'adresse au financement du secteur privé. Donc, pour le financement direct des fonds, c'est plutôt Proparco. Par contre, l'AFD, en tant qu'organisme de développement public, contribue dans une démarche de développement de l'écosystème, qui peut être à travers le développement, par exemple, d'un fonds gouvernemental dans certains pays. Ça peut être également dans le développement d'un environnement juridique et réglementaire favorable aux startups. Et puis, il y a tout l'aspect développement de l'écosystème, donc avec l'encouragement des incubateurs, des espaces de coworking, des Fab Labs. Il y a également tout l'aspect fédération de tout l'écosystème des startups, leur permettre d'émerger en tant qu'entité nationale, d'échanger des bonnes pratiques, d'avoir un espace pour se développer. Et enfin, très important également, tout l'aspect formation. Donc l'AFD peut intervenir pour favoriser le développement de modèles de formation, à la fois sur des formations très techniques et puis des formations en entrepreneuriat. Eh bien, donc vous n'êtes pas uniquement sur le financement. Vous intervenez sur d'autres aspects. Tout à fait, oui. D'accord. Et pour ces jeunes start-upers, s'ils étaient là, présents avec nous, comment ils doivent faire pour vous approcher? Comment ça se passe dans la réalité? Alors, dans la réalité, en fait, nous intervenons beaucoup à travers l'écosystème. Donc, nos premiers contacts sont des incubateurs ou des partenaires locaux. Et puis, également, à travers notre filiale privée, Proparco, enfin, filiale du secteur, qui s'adresse au secteur privé, Proparco. Très bien. Alors, en parlant d'incubateur, d'aide, d'accompagnement, je pense qu'il est temps de discuter avec Sarah Arcache, qui est responsable du pôle numérique de l'Institut français, qui va nous présenter le Digital Lab Africa. Bonjour à tous. Alors, je suis ravie d'être ici pour vous parler du Digital Lab Africa, qui est un incubateur ou un tremplin, pour éviter la référence au poussin dont parlait le monsieur tout à l'heure. C'est un tremplin pour la production de contenu digital en Afrique, qui a été lancé par l'Institut français d'Afrique du Sud et l'ambassade de France en Afrique.
en Afrique du Sud, pardon, et qui a pour objectif d'accompagner et de favoriser les coproductions sur les contenus numériques entre la France et les pays africains sur l'Afrique subsaharienne dans 5 domaines. La production de réalité virtuelle, la production de jeux vidéo, la production de web création et de contenu transmédia, la production de plateformes pour les musiques en ligne et enfin, et c'est nouveau pour cette deuxième édition 2017-2018, la production de contenu d'animation innovant. Donc c'est un incubateur qui se déploie en 3 étapes. D'abord, il y a un appel à projet sur tout le continent, sur toute l'Afrique subsaharienne. Sur cette première édition 2016, l'an dernier, il y a eu plus de 520 projets qui ont été déposés depuis 35 pays. L'aspect panafricain est assez important pour l'incubateur. L'aspect aussi francophone et anglophone est important pour cet incubateur. Une fois ces projets sélectionnés avec un consortium de partenaires français et africains, je rajoute que ce Digital Lab est soutenu par Trace et Lagardère Studio. Une fois donc à la lecture de toutes ces candidatures, il y a une présélection qui se fait avec un... Sur quels critères, pardon ? Alors, il y a un critère artistique, évidemment. Il y a un critère aussi d'adaptation au marché, c'est-à-dire que ce sont des projets qui vont ensuite rentrer en coproduction entre la France et un autre pays africain et qui doivent pouvoir intégrer les 2 marchés. Donc voilà, il y a l'aspect culturel, l'aspect innovant et l'aspect international aussi, qui est important, la capacité à se développer sur les différents marchés. Et d'ailleurs, ça se retrouve ensuite dans l'accompagnement, puisque les projets vont être accompagnés par un parrain français et un parrain de l'un des pays africains participants. Donc une fois cette présélection faite, les candidats présélectionnés sont invités à venir pitcher au Discope, qui est un marché des contenus audiovisuels africains qui a lieu à Johannesburg en ce moment et à Abidjan dans un 2e volet. Après cette présélection, après ce pitch, il y a une sélection finale qui a retenu 5 projets en 2016 et qui cette année monte en puissance et retiendra 10 projets. Ces projets, on est très content déjà de l'impact que ça a eu pour les 5 premiers projets, puisqu'aujourd'hui, sur ces 5 projets, il y en a 3 qui sont déjà en production après à peine 1 an d'incubation et d'accompagnement, dont un qui est en coproduction entre une société française, Okio Studio, c'est une société d'excellence dans la réalité virtuelle, et justement avec l'Afrique du Sud, avec ma camarade Yetunde. Donc Yetunde Dada, qui est anglophone et qui va nous présenter eh bien, une réussite qui mérite réellement eh bien, d'abord qu'on la félicite et qui nous parle un peu de son expérience. J'ajoute juste, avant de passer la parole à Yetunde, que Yetunde est anglophone et donc je vais lui traduire directement la question et à la fin de son intervention, je ferai un bref résumé en français pour éventuellement ceux qui en auraient besoin. Okay, so I'm just going to try and describe my Digital Lab Africa experience so far. Sharifa Ali, my partner who is based in New York, and I were the first winners of the virtual reality category in last year's Digital Lab Africa competition. And I kind of consider Digital Lab Africa, you know, kind of like the super accelerator of artistic African projects for 4 reasons. The first one is obviously the criteria which they use to evaluate whether or not your project is good enough to even get into the competition. It forces you as an artist to actually sit down and try and make a proof of concept for your idea and actually make it more solid. In our case, our project is based on a Kenyan myth of gender fluidity, where in the Kikuyu tribe, they believe that if you walk around the Mugamu tree 7 times backwards, then you change sex. So this has revolutionary implications for Kenya's current state, where Kenya has some of the highest rates of gender-based violence and also 17 laws against the LGBTQ community. So this is just like we want to actually start a discussion with this film, where if Kenya was like this years ago, many years ago, why is it so different now in this day and age? So we actually had to take that concept and make it more solid in order to enter it into the competition, and that was the first stage. The second stage is obviously the incubation period, which is offered along with the program. So Sharifa and I were in Paris earlier on this year, and
It was an amazing experience getting incubated at La Nursery, which is in Valve. And we also got to meet with a lot of entrepreneurs who are working on many different digital projects as well. So there were a lot of opportunities to grow the project and also refine it. And also the fact that we're on different, I'm from South Africa, she's in New York, in America. We actually now got to spend time, not on Skype, but in person, actually refining the idea. The third aspect of the program is obviously the connection for opportunities and connections specifically within the networks. Digital Lab Africa brings together some of France's best artists in the fields that they're working in. Antoine Cayrol, he came on as our producer because he liked our idea so much, is an example of this where he's able to recognize an opportunity because he's in this space with us and listening to all these different African projects and decide that he's actually going to take it much further. So in terms of connections, it makes a lot of sense. And then I think the last thing that Digital Lab Africa has been really great at has been overall opportunities after the project. They always want to catch up with us and find out how the project is going and really see how they can help boost us. It's not necessarily just with funding, but it's with the people that are in their network. It's the fact that we still have access to Antoine. It's the fact it's even lowering barriers to entry for African artists to come and work in France. The fact that I have a 2-year visa makes it easier for me to be here to work with Antoine. It's small things like this which actually make it a lot easier for the project to grow. And so, yeah, that has been, I think, the Digital Lab Africa experience. And I think as of last week, we entered the project into the Sundance Frontier Lab. So we'll be waiting for feedback for that. Thank you. Je traduis rapidement. En résumé, ce qui a été important pour elle dans sa participation et son accompagnement par le Digital Lab Africa, c'est que dans le process déjà de préparation de candidature, ils ont dû, en tant qu'artistes, consolider leur projet et afin qu'il soit sur des bases plus solides qu'un simple projet artistique. C'est un projet en fait qui est basé sur un mythe qui vient du Kenya sur le changement de sexe. Alors c'est assez complexe parce que c'est dans un pays où les droits des LGBT connaissent certaines difficultés. Donc c'est un projet aussi engagé artistiquement et socialement. Durant la phase d'incubation, ce que Yetunde soulignait, c'était ce qui a été important pour elle, c'était les nombreuses rencontres et les nombreux échanges qui ont permis de faire grandir le projet, notamment dans les séjours en France qui étaient organisés et les opportunités de connexion avec un producteur français, Antoine Cayrol du studio Small Bang. Et enfin, elle soulignait que ce n'était pas seulement un accompagnement financier, mais que le plus important pour elle était en effet cette connexion, cet accompagnement, ce transfert de connaissances et ces échanges avec les partenaires français auxquels elle s'est associée. Tout à fait. Alors on comprend que parmi les difficultés des startups reste le financement, l'accompagnement et les incubateurs donc jouent un grand rôle ainsi que tous les organismes d'accompagnement pour leur réussite. Alors moi j'ai appris des 3 journées, je sais que vous aimez poser des questions et vous avez raison. Du coup on a réservé un peu de temps du temps assez important en question, donc on va réellement passer à vous pour qu'on puisse échanger. L'objectif de ce panel, c'est évidemment d'avoir des recommandations pour Abidjan, donc il faudrait qu'on ait de la matière pour le 29 et le 30 novembre à Abidjan à présenter au sommet pour leur dire, voilà, pour nos startups, ce qu'il nous faut. Donc je prends vos questions. Monsieur là-bas ? Oui, bonjour, merci à tous les panélistes pour leurs interventions respectives. Gibran Freitas, je suis étudiant en droit des technologies numériques et j'ai cofondé un réseau qui s'appelle LegalTech Africa, donc c'est pour développer l'écosystème LegalTech en Afrique. J'aimerais bien revenir sur votre première question, Madame Bouakline, sur pourquoi est-ce qu'on parle tout le temps de start-up pour l'Afrique, pourquoi c'est important. Je pense que ça vaudrait peut-être le coup de repasser un petit peu de temps dessus, oui. Parce qu'en effet, pourquoi est-ce qu'on parle de start-up tout le temps pour participer au développement de l'Afrique ? Le but, c'est que vous contribuez également. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que c'est parce que, pour X raisons, on n'a pas assez de solutions de la part des gouvernements ou pour d'autres raisons ? Parce qu'il faut repenser des modèles qui ne sont pas encore appliqués autre part dans le monde, qui respectent notamment plus l'écologie, etc. Donc c'est moi qui vous pose la question, pourquoi finalement est-ce que c'est
quelque chose qu'on identifie tellement pour le développement de l'Afrique sur les startups. Merci. Qui souhaite répondre? Nous avons des spécialistes des startups. Effectivement, en fait, aujourd'hui, quand on parle de start-up, il y a une part de rêve. Et ce qui manque à notre continent aujourd'hui, c'est le rêve africain. Je m'explique. Aujourd'hui, je suis heureux d'avoir à mes côtés des gens qui ont réussi. Mais est-ce qu'on le sait? Notre jeunesse, à qui elle s'identifie aujourd'hui? À des footballeurs. Ils veulent tous devenir footballeurs. Si demain, on apprend qu'on a un Google africain, un Facebook africain, je suis convaincu que ce rêve africain suscitera énormément de vocations. Et c'est ça qui nous manque. Et le mot start-up, aujourd'hui, fait rêver. Le mot start-up, c'est l'égalité des chances. Le mot start-up, c'est la jeunesse. Donc, c'est l'une des raisons pour laquelle Smart Africa, dans sa stratégie, dans sa vision, a mis au centre de son activité la dimension start-up. Et nous, la Tunisie, on nous a confié ce projet. Nous travaillons sur un fonds de fonds, 100 millions d'euros. En parallèle, nous travaillons sur un cadre réglementaire, justement pour pouvoir incuber l'écosystème des startups africaines. Aujourd'hui, il y a énormément d'initiatives et c'est très bien. Mais ce qui nous manque, c'est cette fameuse licorne qui va être aujourd'hui permettre d'identifier cette réussite et ce potentiel-là. Tout à l'heure, on parlait d'open innovation. Dans l'un des programmes que nous avons en Tunisie, qui est le plan national stratégique Tunisie 2020, nous avons un axe qui est Smart Tunisia. Smart, c'est un mot à la mode, donc on l'utilise un peu à toutes les sauces, qui est de faire de la promotion de la Tunisie pour attirer des investisseurs. Justement, pour pouvoir s'installer, créer de l'emploi, ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que ces grands groupes, aujourd'hui, ne recherchent pas des compétences qualifiées à moindre coût. Elles recherchent tout un écosystème dont l'innovation. Et si aujourd'hui, nous, notre continent, on n'est pas capable d'offrir cette expertise-là, on ne pourra pas décoller. Et si vous permettez, Nour, hier, il y a eu, lors d'un débat, une remarque qui a été faite, une intervention, sur le fait que former peut être dangereux. Donc, je sais qu'on prend des notes, et je voudrais revenir sur ce point-là. Aujourd'hui, la formation est essentielle. Si on ne forme pas, on condamne notre jeunesse à un avenir meilleur. Et ça passe par, justement, mettre en avant toute cette réussite. Nous travaillons sur un autre sujet, et si on peut, sur un autre sujet qui est l'Observatoire, un centre d'excellence. Et je pense que si on voudrait être efficient sur notre continent, parce qu'on parle Afrique, il faudrait que nous ayons une vision, une stratégie Afrique unique, qui nous permettrait, qui nous permettrait justement de fédérer toutes ces initiatives pour être beaucoup plus efficaces et de pouvoir cartographier ces talents sur lesquels on pourrait bâtir l'avenir de demain. Donc c'est pour ça, je pense que je pourrais débattre. Je suis un ancien start-upper, donc je parle de choses que j'ai vécues, et c'est l'une des raisons pour laquelle on met on attache une grande importance sur cette dimension start-up. Très bien, merci. Donc, si on comprend bien, et j'espère que vous avez eu une réponse, à moins que vous souhaitiez avoir un complément, si on comprend bien, aujourd'hui, une start-up, c'est finalement une chance pour chacun d'entre nous de créer son rêve et de le vivre. Malheureusement, on parlait d'égalité des chances. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, avec ce qu'on a, on puisse réellement parler d'égalité, mais on tend à avoir cette égalité.
Cette histoire de cartographier l'écosystème est très intéressante parce qu'en s'inspirant des autres, je pense qu'on peut réussir là où peut-être les autres ont échoué. Avez-vous eu votre réponse ? Honnêtement, pas tellement, mais plus pourquoi est-ce qu'on parle à chaque fois de start-up pour développer l'Afrique ? Il y a aussi des gouvernements qui peuvent le faire. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'on parle d'Afrique, on compte sur les startups pour développer l'Afrique? Donc pas seulement dans le business, mais aussi pour la santé. Par exemple, je parlais avec quelqu'un qui développe une startup dans l'e-santé au Cameroun. Pourquoi est-ce que c'est une startup qui doit s'occuper de faire de la prévention sur les maladies chroniques, par exemple, au Cameroun? Ah, d'accord. Alors, on va laisser une autre personne intervenir. Pourquoi finalement, à chaque fois, ce sont les startups? Peut-être parce qu'elles sont créatives, peut-être parce qu'ils sont plus jeunes et qu'ils ont des idées. C'est également peut-être pour ça. Juste selon moi, je pense que le développement, c'est plusieurs aspects, et il y a beaucoup d'acteurs autour et chaque acteur a son rôle à jouer. Je pense que dans ce cadre-là, nous sommes, chacun parle de son domaine. Je suppose que les États, on parle en tout cas de la manière dont ils pourraient développer, les startups en parlent, etc. En nous, ce qui nous concerne, pourquoi je pense qu'il est important qu'au niveau économique, parce que nous ne serons pas les seuls à le développer. Vous avez parfaitement raison. Je pense que pour que l'écosystème, pour que le développement puisse vraiment voir le jour, l'État a un rôle fondamental. Cependant, moi, je ne crois pas beaucoup en l'approche top-down en Afrique. Je pense que l'approche va être plus bottom-up. On a besoin aujourd'hui, nos États n'ont pas assez de moyens pour aujourd'hui nous apporter l'accompagnement dont on aurait besoin. Pendant longtemps, en tout cas moi, dans les organisations dans lesquelles j'ai milité, comme l'organisation des professionnels d'éthique, je pense qu'il est représenté ici d'ailleurs, au Sénégal, on s'est beaucoup concentré sur l'État en disant qu'est-ce que l'État fait pour nous. Mais en définitive, on se rend compte que ce n'est pas l'État qui nous développera. Toutes les initiatives qui naissent en Afrique pour le développement de l'économie viennent principalement aujourd'hui d'individus ou des startups. Et pourquoi la start-up de manière plus spécifique? Je pense que monsieur l'a dit tout à l'heure. Nous ne rêvons pas assez en Afrique. Sur deux plans. Un des plans, c'est qu'en interne, nous avons besoin nous-mêmes de croire en un avenir meilleur. Et cet avenir-là, je pense que les startups ont une réponse à cela. Pas toute la réponse, mais ont une réponse. Une startup comme la nôtre, nous sommes passés de 4 personnes il y a 2 ans à une centaine de personnes aujourd'hui, à 200 dans 1 an. Je pense que difficilement, on trouvera des mécanismes qui peuvent inciter cela. Et un des aspects importants dont monsieur a parlé tout à l'heure, monsieur a dit, quand on parle de ces startups-là, on ne les connaît pas. On ne connaît pas ces personnes qui peuvent faire rêver. Et malheureusement, dans tous nos pays, quand vous entendez la radio, je ne parle même pas encore de l'étranger, on écoute la radio du matin jusqu'au soir. Je ne parle même pas du footballeur qui, pour moi, quand même fait des choses. On parle de la politique. Et quand on parle de la politique, on parle de la personne qui a peut-être eu un cas de viol, je veux dire, l'Afrique, ce n'est pas ça. Est-ce qu'on va continuer à maintenir cette vue de l'Afrique? Cependant, il ne nous faut pas tomber dans un certain piège. Moi, j'ai eu une grosse frustration quand je dirigeais encore l'incubateur de Dakar, le CETIC Dakar. Malheureusement, beaucoup utilisent cela soit pour leur promotion personnelle ou pour la promotion de leurs organisations à d'autres objectifs. Il ne faut pas que la notion de start-up reste juste une notion de hype. Il ne faut pas qu'on se dise, OK, on va mettre en avant les jeunes qui vont des pitcher de beaux projets, sachant que ces projets-là, tout le monde sait que ça ne marchera jamais. Pendant longtemps, on a encouragé des choses juste pour faire le buzz. On n'a pas besoin de buzz. On a besoin de start-up qui créent de la richesse. Et la richesse, elle se mesure. Oui. En Afrique, on n'a pas le temps de faire du buzz. On doit créer de la richesse. Et la richesse, elle se mesure. Elle se mesure par le chiffre qu'on fait. Elle se mesure par le nombre de personnes qu'on emploie. Et ne tombons pas dans l'erreur de dire qu'on va rester sur les apps en disant on est fier d'être start-up, on est fier de faire du buzz et de faire le tour du monde pour en parler. Je pense qu'on a un rôle important à jouer, nous les startups, en créant de la richesse à ce niveau. Excellent, Omar. On l'applaudit. Excellente intervention.
hier ou avant-hier, il y a un monsieur qui disait « Arrêtons de réduire la pauvreté, créons de la richesse ». Et c'est tout à fait cela. Aujourd'hui, il ne faut pas se déconnecter de la réalité, ne pas en faire, il ne faut pas tomber dans le piège de la mode des startups, mais réellement apporter une solution à une réalité. Tout à fait. D'autres questions ? Oui, s'il vous plaît, Mohamed Zodlami. Moi, j'interviens et je voudrais poser une question à Mme Arcache sur le Living Lab. Moi, j'ai un Living Lab qui est reconnu au niveau européen dans le digital. Je travaille sur les questions de jeux vidéo, sur les questions d'animation, ce qu'on appelle les industries créatives numériques. Je suis très heureux d'apprendre que vous existez et que vous faites ce type d'intervention. La problématique que l'on constate en Afrique aujourd'hui, c'est très bien hein, ce que vous faites, plus l'initiative et mieux c'est. Simplement, quand moi je gère aussi un écosystème qui est dans les dessins animés, dans les jeux vidéo, on a plein de studios en Tunisie qui travaillent au niveau européen. La problématique et la question que je vous pose, c'est est-ce que vous ne pensez pas, quand je crois que vous avez dit il y a à peu près 500 sociétés, vous en avez retenu que 3, de créer des frustrations. Et je voulais savoir quel est le montant que vous investissez réellement dans ce cadre de coproduction. Parce que le problème que l'on a en Afrique aujourd'hui, avec les chaînes de télévision qui achètent de l'animation, ou les responsables, encore les jeux vidéo, les opérateurs, tout le monde n'achète pas. Le problème, c'est qu'aucune chaîne de télévision africaine n'achète des programmes africains. Ils préfèrent acheter des programmes asiatiques tout pré-ficelés avec toute l'identité, toute l'histoire africaine qui est faite en Chine, qui est faite en Corée, qui est faite en Japon et qui nous est imposée. Donc, vous parlez de coproduction, mais je connais à peu près les montants et c'est très difficile parce que quand vous faites la coproduction avec les studios français, c'est très bien, mais personne ne nous retient parce que soi-disant on n'a pas la qualité, on n'a pas les compétences, qu'on n'est pas bon. C'est très bien que vous ayez cette initiative, mais il faut revenir aussi à la réalité des choses et c'est la question que je voulais vous poser. Très bien. Alors, en effet, je vous réponds sur l'export des contenus tout préparés qui viennent d'Asie en Afrique. C'est justement ce à quoi veut répondre. Alors, on sait qu'on ne réglera pas avec un seul programme. Hein, c'est une initiative qui est portée par une institution avec des partenaires privés importants, africains et français, qui vont aider en effet 5 projets l'an dernier, 10 projets, et il est en train de monter en puissance d'année en année. Ça reste 10 projets aidés, mais on espère que ces projets-là, en tout cas, ils seront bien aidés, et ils permettront, et c'est ça l'objectif, et je pense que ça répond aussi tout à fait à ce que vous soulignez là, qu'il y ait des projets qui soient faits pour les marchés, par les marchés, qui les concernent, pour les audiences qui sont concernées. Et on voit qu'il y a une appétence sur le territoire africain pour les contenus qui sont quand même destinés à ce territoire et qui ne sont pas simplement des contenus exportés d'Europe ou d'Asie, qui n'ont pas été faits par des gens qui connaissent ces marchés-là. Et c'est vrai que moi, je parle moins de start-up, de tech, de hard tech que de contenu culturel innovant. Sur le jeu vidéo, on peut se rejoindre évidemment. Et je pense que ces contenus digitaux, aujourd'hui, ne peuvent exister aussi que dans un contexte international. Mais il faut qu'il y ait ces contenus qui sortent aussi des territoires sur lesquels ensuite ils vont revenir. Donc on est conscient que c'est une initiative qui a les moyens qu'elle a et qui porte les projets qu'elle peut porter. 10, on espère peut-être 20 dans la prochaine édition, on essaiera en tout cas. Mais en tout cas, les projets qui sont accompagnés sont bien accompagnés. Et c'est vrai qu'on va privilégier la qualité de l'accompagnement et le sur-mesure. C'est aussi important, hein, c'est qu'on ne fait pas de l'accompagnement en masse. C'est pas l'objectif pour faire le buzz, pour aller faire pitcher des startups dans un marché audiovisuel. C'est pas ça l'objectif, c'est vraiment d'avoir un accompagnement de qualité, très pointu, qui répond exactement aux besoins du projet. Alors qui sont des projets qui sont aussi plus artistiques, qui ont d'autres problématiques, qui peuvent pas aussi souvent se passer des pouvoirs publics, mais ça c'est le cas aussi en France, hein. On a des soutiens à l'audiovisuel public, au numérique, au contenu. Ça c'est aussi un aspect assez particulier des contenus culturels innovants dont on parle au Digital Lab Africa. Merci. Une question ? Merci Philippe Dieudonné ou Madame Exécutive. Juste un point complémentaire aux propos qui viennent d'être tenus par Samir, qui exprimait les choses avec beaucoup d'intelligence. J'ai un peu l'impression que le monde dans lequel nous vivons est atteint de ce que j'appelle moi la start-upite aiguë. C'est-à-dire qu'on a tendance dès que l'on crée une activité professionnelle, quelle qu'elle soit, ça y est, j'ai fait ma start-up. En réalité, on oublie un certain nombre de choses. C'est que d'abord, une start-up, c'est a priori une structure à croissance rapide.
c'est cette dénomination d'origine. Et une start-up, c'est déjà et avant tout une entreprise. Une entreprise, elle est là pour créer de la valeur. Et une entreprise, elle répond soit à un besoin classique, soit elle suscite un besoin. Et on a autant d'exemples. Et finalement, il ne faudrait pas se tromper de cible. On se rend bien compte que créer une entreprise, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple en Europe et ce n'est pas davantage simple en Afrique. Une entreprise, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un certain nombre d'éléments dans un écosystème. Et un écosystème, ce n'est pas simple à se construire. Bref, il y a tout un tas d'éléments qui sont nécessaires. Et au-delà de cet état de fait, il y a un élément, et c'est peut-être là, c'est peut-être sur ce point précis, que l'Afrique est en train de donner une magnifique leçon au monde. C'est que l'Afrique, avec son milliard d'individus, est un continent qui est en pleine explosion dans tous les sens du terme. C'est un continent qui, depuis, j'allais dire, des dizaines d'années, s'est en quelque sorte aguerri à l'échec. J'essaye, je me plante, j'essaye, je me plante, j'essaye, je réussis. Et ça, c'est typiquement start-up. C'est-à-dire que quand on va aux États-Unis, on ne va pas vous demander si vous avez réussi, on va vous demander combien de fois vous avez échoué. Et c'est complètement antagoniste finalement avec le système que l'on connaît dans la vieille Europe, oui, où on met la réussite au parangon des vertus. Et donc la recommandation ou la question... Et donc la recommandation, c'est qu'il ne faut pas se noyer dans les mots, et il ne faut jamais oublier qu'une start-up, quel que soit son objet, elle est déjà là pour créer de la valeur. D'accord. Une question, sinon une... Non, très bien, merci. Alors le monsieur ici, puis après la jeune femme. Oui, bonjour, donc Aurélien Duval-Delors, Orange. Je vous regarde, je n'ai pas arrêté. Ah oui. Ok, donc Aurélien Duval-Delors, Orange. Moi, je suis intrapreneur au sein d'Orange, un truc assez nouveau qui est arrivé cette année. Donc ça veut dire qu'on essaie de créer des startups au sein d'Orange. Monsieur là-bas va me dire, vous êtes atteint de start-upite aiguë. Oui, c'est pas faux, mais c'est aussi parce qu'on se rend compte que c'est un bon moyen de créer l'innovation, essayer par rapport à l'échec et tenter des choses en dehors des process de la grande entreprise. Bon, après, mon point, c'est vraiment d'essayer de répondre à la question qui était posée en introduction, à savoir comment on fait pour aider les startups en Afrique. Mais justement, ma startup essaye de répondre aux besoins des startups, en sens où, quand on regarde l'Afrique, qu'est-ce que c'est le problème? Un des problèmes majeurs, c'est qu'en fait, il y a 54 pays et qu'on est sur un marché atomisé, éclaté. Donc une start-up tunisienne, elle va travailler pour quelques millions de clients potentiels, si jamais elle avait 100% de part de marché, ce qui est bien sûr irréaliste, pour la Tunisie. On va avoir comme ça des start-up dans 54 pays qui à chaque fois regardent leur marché local. Mais si on veut une licorne panafricaine, il faut qu'elle soit panafricaine justement. Il faut qu'elle ait un marché global, il faut un marché panafricain. Et sinon, voilà, une innovation technologique, elle n'a pas de frontières. Très bien. Il faut absolument qu'on franchisse ça. Et donc, ce que j'essaye de faire, et j'espère que vous entendrez parler bientôt, c'est proposer justement un guichet unique qui permet aux entreprises de déployer leurs innovations digitales à travers toute l'Afrique, à travers un seul contrat, un seul paiement, parce que je pense que c'est ça qui peut développer, enfin, on va dire, débloquer l'innovation. Très bien. Donc, j'avais expliqué tout à l'heure l'initiative Smart Africa, qui a objectif justement de mettre le doigt sur ce que vous venez de dire. Sachant qu'aujourd'hui, nous travaillons sur un centre d'excellence et un observatoire, justement pour fédérer toutes ces initiatives et mettre en avant un marché qui a été annoncé par Smart Africa, qui est de l'ordre de 300 milliards de dollars. Effectivement, aujourd'hui, il y a une opportunité business pour nos startups et il est impératif que nos startups africaines en bénéficient. Donc, votre initiative, je vous invite à venir rejoindre les choses qui sont en train de se faire pour éviter de refaire les choses. Excellent. Monsieur ? Merci beaucoup, madame. Alors, je voudrais juste faire une contribution dans la logique en fait, des startups pour avoir également eu une expérience dessus, puisque j'ai monté un incubateur il y a pratiquement 25 ans à Dakar, qui était sans doute le premier à s'interroger à cette question. Et c'est l'incubateur lui-même qui a échoué, parce que c'était une start-up. Alors, je reviens sur
comment est-ce qu'il faut considérer en fait une start-up? Je pense qu'il y a les gens qui sont à la première année de naissance, qui sont au stade des idées et du rêve. Et ces gens-là, ils ont besoin d'un incubateur. Leur première expérience, ça ne doit pas être des fonds pour aller directement sur un marché et porter leurs idées, parce que le taux de mortalité est très élevé à ce niveau. Et on a l'habitude de mettre tout le monde dans un seul sac start-up. Alors que pour moi, il y a des start-up qui n'ont pas encore échoué. Et comme le disait monsieur, des start-up qui ont beaucoup échoué. Et c'est celles qui ont beaucoup échoué qui ont de la valeur parce qu'elles sont peut-être sur la prochaine opération. Alors quand je vois des fonds comme ProParco ou d'autres fonds qui sont là pour accompagner les start-up, je pense qu'il faut autant insister sur la mise en place d'incubateurs très efficaces qui donnent un encadrement qu'il faut, qui donnent des skills en marketing parfois et approche de marché que les gens n'ont pas, que sur le financement des startups. C'est deux choses complémentaires et qu'il ne faut pas seulement se dire je m'intéresse à des startups, mais je ne m'intéresse pas à ce qui les solidifie au préalable, qui peut être cet incubateur. Donc c'est la contribution que je voulais apporter. C'est indissociable pour vous et complémentaire. Très bien. Une question là-bas au fond, la jeune femme. Oui. Oui, bonjour, je suis Franciane Abassan, je suis productrice et spécialement en animation, mais aussi en documentaire. Et j'ai signé une coproduction avec un jeune studio d'animation au Nigeria, à Lagos. Et par exemple, ce projet, je l'ai découvert au Discope d'Abidjan. Il n'était pas pitché, c'était des rencontres comme on fait ici, des rencontres entre deux sessions. Et j'ai vu les images et ça m'a plu, mais j'ai vu qu'il y avait des petites choses à corriger. Par exemple, c'est un 11 minutes. Si je veux, en tant que société française, en coproduction avec une société nigériane, si je veux, par exemple, recapitaliser, reproduire le 11 minutes, le pilote en question pour le proposer aux chaînes de télévision, qui sont mes clients, comment je peux faire pour avoir un soutien, par exemple, pour cette jeune société nigériane, pour que ses équipes soient renforcées et refaire le pilote. Et pour refaire un pilote de 11 minutes, c'est 3 mois de travail. Donc comment est-ce qu'à ce moment-là, le Digital Lab peut rentrer en... Est-ce qu'on peut proposer ce pilote au Digital Lab? Rapide, parce qu'on a encore quelques questions et le temps nous presse. Alors j'aurais besoin de savoir un tout petit peu plus sur le projet et notamment l'un des critères principaux pour postuler au Digital Lab, c'est l'aspect digital du projet. Donc c'est un web documentaire peut-être. Enfin, non, c'est une série d'animation. C'est une série d'animation, ouais. D'accord. Je vous propose d'en reparler juste après. Et l'appel à projet est ouvert depuis avant-hier. C'est Digital Lab Africa, vous le tapez, vous trouverez le site internet avec l'appel à candidature. Et je peux tout à fait vous mettre en relation aussi avec mes collègues en Afrique du Sud pour en discuter. Je voulais savoir si aussi c'était ouvert aux longs métrages d'animation faits en Afrique. Alors, je pense qu'on pourrait régler ces petits points après, sinon, voilà, parce qu'il y a encore d'autres questions. Vous voyez ça après, et puis j'espère que vous trouverez une solution. Alors, monsieur. Bonjour, Daniel Meniscalco, je suis co-auteur d'une solution cognitive et digitale pour aider les créateurs à formaliser leurs concepts. Moi, j'ai 2 recommandations qui me paraissent importantes. La première, rapidement, s'il vous plaît. Pour booster l'innovation, il faut booster la créativité. Et la créativité africaine, tout le monde la connaît dans différents domaines, que ce soit la musique, la mode, etc. Il y a peut-être une action à demander au gouvernement de favoriser et de promouvoir la créativité dans tous les domaines. Très bien. Et la deuxième ? La deuxième, qui dit création dit propriété intellectuelle. Donc le sommet devrait aussi s'intéresser au développement de la propriété intellectuelle, des droits d'auteur et à la protection des droits d'auteur et des interrelations au sein des régions et de l'Afrique vers les autres continents sur les questions de propriété intellectuelle auxquelles vont être confrontées les jeunes entreprises, qu'elles soient start-up, entreprises en développement, etc. C'est intéressant et on a noté. Merci. Oui, bonjour. Moi, je suis Fabrice Bonneau, j'accompagne des startups depuis une vingtaine d'années en fait. J'ai une agence de transformation data digitale et innovation, et donc je suis en même temps président de l'Alliance Big Data en France. Bon, j'accompagne des startups en France, donc depuis 1997. J'investis dans des startups en France. On a à peu près les mêmes problématiques en France qu'en Afrique au niveau des startups. On vend des grandes industries comme Alstom
en fait le chantier naval, et puis en même temps on fait des grands shows en fait où on fait se rencontrer des startups. Les startups, si ça marche, c'est parce que effectivement ça colle aux besoins en fait du territoire. Donc il y a le besoin des citoyens. Moi, je suis souvent en Afrique, j'accompagne des startups aussi pour l'OIF. Hein. Donc le besoin en fait aujourd'hui sur les territoires. Je vais en Casamance souvent, au Sénégal. Et on se rend, j'aide quelques entrepreneurs au Sénégal, et en fait leurs besoins, en fait c'est ce qui était rappelé tout à l'heure, c'est pas d'accéder à des fonds financiers, etc. Ça c'est ce que pensent d'être accompagné également. C'est ce que pensent les startups au début. Il nous faut de l'argent. C'est pas comme ça qu'on fait. Moi j'accompagne des démarches d'innovation, d'open innovation qui s'appuient sur l'intelligence collective. Et en fait, il faut embarquer 360 degrés l'ensemble des acteurs avec des clients. En fait, avec EDF, nous, on mène des grandes démarches en fait d'innovation territoriale, par exemple sur l'Adour, etc. On embarque des gens comme Veolia, Alstom, TIGF, et votre recommandation, etc., des chercheurs, des écoles. Donc, on embarque l'ensemble des acteurs. Et avec ça, en fait, on crée des solutions qui correspondent exactement aux besoins. Et donc, on n'a pas besoin, comme on a les premiers clients, on n'a pas besoin d'aller chercher des fonds et je sais pas quoi. Et on cherche pas non plus des startups qui vont devenir milliardaires, etc. Ça, c'est encore le fantasme de la startup. On a besoin d'avoir des multitudes de startups sur les territoires qui s'attachent. Et avec l'OIF, on accompagne des startups qui règlent des problématiques de déchets ménagers, enfin de choses tout à fait pragmatiques en fait sur le territoire. On s'en fout d'avoir des fonds pour une startup qui va réunir toute l'Afrique. Le message est clair. On n'a plus beaucoup de temps, je suis vraiment navrée. Une dernière question et on a le... Voilà, monsieur. Une dernière question ? Rapidement. Hein. Bonjour, je suis Lévi Eloko-Ipané, j'ai une start-up en fait dans la transformation digitale. Alors mon intervention en fait, elle rejoint celle du monsieur tout à l'heure sur le rôle des institutions et notamment celle de l'État justement. Est-ce que dans un premier temps, il ne faudrait peut-être pas penser à créer des espaces pour des porteurs de projets, pour des créateurs, justement pour leur permettre de pouvoir valoriser ce qu'ils ont à apporter à la société. Parce que pour revenir en fait à ce que monsieur tout à l'heure il a dit par rapport au rêve africain, moi je suis pas très d'accord avec cette logique. Je pense qu'on ne rêvait pas assez. Mais au jour d'aujourd'hui, le problème, c'est quoi comparé par exemple au football, pour rester dans votre même exemple, c'est que on a l'impression en fait que le football nous donne un accès un tout petit peu plus privilégié de pouvoir prouver ce qu'on vaut réellement. Parce que on peut s'entraîner, on se forme, on a juste à aller cogner à la porte d'un club pour justement montrer alors, qu'on est fort ou rapidement, pas. La recommandation ou la question ? Donc, justement, quels sont les pardon. Allez-y, allez. Pardon. Justement, quels sont justement des stratégies. On va écouter sa question, s'il vous plaît. Quelles sont les stratégies qu'on pourrait mettre en place pour permettre à nous créateurs, à nous porteurs de projets, de pouvoir valoriser ce qu'on vaut, de pouvoir s'exprimer. Très bien, c'était la dernière question, donc une réponse. Qui souhaite répondre ? Oui, pour l'État. Donc, effectivement, je pense qu'il faut dissocier les rôles et les responsabilités des uns et des autres. Ce que tu as précisé tout à l'heure, c'est effectivement l'approche qu'on amène, une approche bottom-up. Aujourd'hui, l'État ne connaît pas réellement les besoins. C'est les acteurs qui sont sur le terrain qui connaissent les problématiques et leurs solutions. Donc, juste à titre indicatif, aujourd'hui, il y a énormément de choses qui sont en train de se faire à l'heure actuelle. L'État a pour rôle d'être un facilitateur, c'est-à-dire mettre un écosystème favorable justement pour pouvoir booster cette innovation. Déjà d'une part. Nous, qu'est-ce qu'on a détecté ? Parce qu'on a mené une approche Open Innovation, c'est-à-dire que le projet de loi sur lequel on est en train de travailler, qui va passer prochainement au Parlement, a touché énormément de sujets. À titre d'exemple, si vous permettez, je vais rapidement, vite, ça va très, mais c'est important parce que nous, ce qu'on a détecté, un problème de barrière psychologique, dans le sens où manque d'inspiration, absence
de filet de sauvetage, peur de la précarité financière, l'accompagnement des startups, ce qui a été dit, et un cadre juridique et administratif non adéquat. Ensuite, sur quel axe on a travaillé? Startup Act a mis en place un framework d'investissement. Je vous ai parlé tout à l'heure que nous démarrons sur un fonds de fonds à hauteur de 100 millions d'euros. Sur le talent pool et sur l'inclusion. Rapidement, on a vraiment Très plus le bien, temps. ouais, c'est important. Il y a plusieurs volets sur lesquels il a fallu qu'on travaille, parce que c'est des sujets importants, parce que l'État a un rôle à jouer, et ce sont des choses qui sont assez critiques et assez difficiles. Nous travaillons sur le projet de loi qui va être prochainement opérationnel, va permettre, à titre d'exemple, de mettre en place une bourse. Qu'est-ce que ça veut dire une bourse? Permettre à l'entrepreneur qui est aujourd'hui actuellement en fonction de se lancer dans l'entrepreneuriat. Permettre de pouvoir oser l'entrepreneuriat. Pouvoir créer et liquider très facilement les startups. Aujourd'hui, par exemple, on n'a pas de SAS en Tunisie, si je parle. Donc, tous ces types d'actions, tous ces types de problématiques, l'État a un rôle à jouer et a des devoirs pour justement être félicité. Et ensuite, il va falloir que chacun aussi se prenne en charge. Très bien. Alors, merci. Le mot de la fin, si vous deviez donner votre recommandation, vous, professionnels et experts des startups, quel serait votre mot? On commence par Agnès. Votre mot pour Abidjan? Oui, je pense qu'il est vraiment important, malgré tout ce qu'on a dit sur effectivement le start-upisme, par rapport à toutes ces transformations, l'agilité des startups et la force qu'elles apportent sont une ressource sur laquelle il faut absolument s'appuyer. Très bien. Mohamed? L'Afrique a le droit d'avoir son champion. Très bien. Omar? Juste revenir sur le point d'Ibrahim qui est extrêmement important. Beaucoup d'argent arrive en Afrique. On n'aura pas assez d'entrepreneurs pour absorber tout cet argent si on n'a pas des structures d'accompagnement fortes. Donc, il faut encore investir sur ces structures d'accompagnement. Très bien. Sarah? Oui, je reprendrai l'idée que pour l'industrie des contenus, en tout cas, il est important de collaborer à l'international et de favoriser les coproductions. Yatunde? For me, it's that government actually promotes startups and not small businesses, because it's startups that drive the growth. Merci beaucoup. Merci à tous les participants. On les applaudit. Mesdames, messieurs, je vous remercie pour la qualité de l'attention. J'espère que vous avez eu des réponses. Nous avons quelques recommandations pour Abidjan et c'était l'objectif de ce panel. Je vous remercie encore une fois.